et messieurs, laissez-moi vous introduire l'histoire de H.H. Holmes, l'individu qui a tué mystérieusement plus de 200 personnes en moins de 3 mois. C'est bon? J'ai votre attention? Alors soyez les bienvenus dans ce raid paranormal. Alors pour aujourd'hui, je vous ai choisi une histoire vraiment très angoissante et très spéciale, surtout qu'elle touche vraiment autour du paranormal et ça fait plaisir. Enfin, peut-être ça vous fait pas plaisir et moi ça me fait plaisir, tu vois. Après, je sais que toi tu vas pas dormir cette nuit, mais au moins moi, tu vois, je vais être heureux, je vais être un peu bang, tu vois. C'est faux, je vais me pisser dessus ce soir, mais c'est pas grave. Allez, bref, tranquille, pose-toi, éteins la lumière et laisse-moi te raconter l'histoire de H.H. Holmes. Déjà le nom il claque, hein. Je sais que le nom là il a un petit style, voilà, bon, non, après voilà, je vais pas forcer forcément, hein, mais on est sur un épisode de Raid paranormal en même temps, donc voilà, on aime bien tout ce qui est le style ici, hein. Est-ce qu'on posséderait pas un peu de style ici? Oui, bon, Herman Webster Mudgett ou H.H. Holmes, plus connu sous le nom du pseudonyme Dr. Henry Howard Holmes. Oui bon, déjà le mec a 42 pseudos, ça va, on a compris, hein, on va l'appeler H.H. Holmes, ou alors Holmes, ou alors... Voilà, ça sera son autre nom, ça sera... D'accord, donc dès que je fais... ça sera lui. Là par exemple c'était lui aussi. C'est bon, je m'arrête plus, là je suis on fire, c'est parti, on commence. Monsieur Holmes était donc un mystérieux tueur en série américain, sauf que on n'est pas du tout sur un tueur en série classique, tu vois, qui arrive, qui prend un petit flingue et hop là ça meurt. Non, lui, il faisait vraiment appel à du paranormal pour tuer ses victimes. Mais pas classique. Bah tu vois, il était pas en mode Satan, tu peux vite venir, j'ai besoin de ton aide. Non, lui vraiment, il va partir bien plus loin. Et je vais vous raconter tout ça dans les moindres détails dans cette vidéo. Car oui, évidemment, j'ai pas besoin de le préciser, mais tous les événements sont évidemment des faits réels. Ah, je sais que t'aimes bien quand je dis ça, ouais. Je sais que là t'es en mode ah bon? Bon bah génial, hein, on va annuler le dodo ce soir, on va pas dormir, on va regarder toutes les vidéos de Noah, puis après on va aller au dodo, hein. Par contre, très important, je tiens à préciser qu'il y aura plein de petits bonus sur cette histoire directement sur mon TikTok. Donc voilà, tu tapes Noah Dorian sur TikTok et tu t'abonnes directement, tu te fais plaisir, et là-bas tu auras plein de bonus à propos de cette histoire. Dès que tu as bien sûr regardé ces vidéos, voilà, d'abord tu les regardes, et ensuite tu peux aller te faire plaisir, hein. Bon, les bonus arriveront donc sur mon TikTok dans ces prochains jours. Vous êtes pas prêts, vous êtes clairement pas prêts. Bien sûr, tu laisses ton petit like, parce que grâce à toi on atteindra les 10 000 likes pour le prochain épisode. Bref, revenons à notre histoire horrible. Pour comprendre la totalité des événements, il faut d'abord partir en 1860. H.H. Holmes est né le 16 mai à Gilmanton, New Hampshire, aux États-Unis. Il aurait tué, comme je vous ai dit avant, plus de 200 personnes en l'espace de 3 mois. Ces 200 personnes ont mystérieusement disparu, toujours de la même manière. Plutôt étrange, non? Est-ce que t'as envie que je te raconte qu'est-ce qui s'est réellement passé? Très bien. Bon, désolé, pour que tu comprennes, je vais devoir t'expliquer un petit peu la partie chiante d'abord, et ensuite on va passer au vif du sujet. Bref, H.H. Holmes est le cadet de 4 enfants. Son père est alcoolique, et sa mère est fervente méthodiste. Donc autant te dire que sa mère était vraiment en mode Bible, en mode Jésus, ah mais non, je n'aime pas Satan, mais moi j'aime beaucoup Jésus, je suis comme ça, je prêche pour Jésus. Bref, tu as compris, hein, je vais pas te faire une imitation, voilà, après pas de soucis, hein, tu peux être chrétien, pas de problème, mais jusque là, ça... Bref, je vais t'expliquer tout ça, t'inquiète pas. 20 ans après la naissance de Monsieur Holmes, 1884. Holmes obtient un diplôme d'assistant pharmacien et fabrique par la suite un faux diplôme de département de médecine de l'université de Michigan pour pouvoir exercer en tant que médecin. Oui, vous avez bien entendu, il fabrique un faux diplôme. Oui, je parle assez vite parce qu'on se bat un peu les couilles, mais ça va être quand même important pour comprendre la suite. Bref, tu as compris, hein, tu arrêtes de m'interrompre à chaque fois. Oui, déjà là, tu sais que le mec est un peu chelou parce qu'il fabrique un faux diplôme. Et ce faux diplôme, le pire c'est qu'il passe, vraiment, les gens y croient. Pourquoi pas, hein. Alors qu'il étudie, Holmes vole des corps au laboratoire et les défigure. C'est-à-dire que vraiment il prend un espèce de couteau et s'amuse à les déformer. Ça lui fait kiffer. Hein, voilà, c'est un peu son passe-temps. Nous on joue à Fortnite, lui il fait ça. Voilà, après tu en fais ce que tu veux, y a pas de soucis. Et avec ses corps défigurés, qu'est-ce qu'il fait? C'est assez marrant, attention, accroche-toi, là tu tiens un petit coup à ton lit. Et il vient tout simplement vers la police et il leur dit: Monsieur, j'ai trouvé un cadavre. Ah, je sais pas à qui il appartient vu qu'on voit pas la figure, mais j'ai quand même un cadavre. Du coup, vous allez devoir me récompenser. Et du coup, il reçoit de l'argent pour ça. Parce que du coup, il a vendu un cadavre à la police parce qu'il prétend avoir trouvé un cadavre. Alors que c'est lui qui a pris le cadavre et qui a mutilé la tête. Mais ça, la police, ils le savent pas. Donc ils sont en mode: ok, c'est cool, merci de travailler pour nous, frérot. Tiens, du fric. Pas si con, hein, la strat. Bref, le temps passe, et après son diplôme, Holmes déménage à Chicago afin de poursuivre une carrière en pharmaceutique. Dès sa jeunesse, il prend le nom de H.H.
Holmens. C'est d'ailleurs sous ce nom qu'il va étudier. Voilà, le mec avait envie de se trouver un nom stylé, donc il se fait kiffer, voilà, non mais... Dans sa vie, Holmens se marie à plusieurs femmes, et à chaque fois qu'il se dispute avec ses femmes, il les tue. Mais ça, on en reviendra plus tard. Parce qu'il les tue pas normalement. Oui, parce que maintenant, il y a une façon normale de tuer des gens, tu vois. T'as le pire gars. Non, enfin, tu vas comprendre, il y a du paranormal qui va arriver là-dedans. Je le tease depuis le début de la vidéo, mais t'inquiète pas, prépare-toi, accroche-toi un petit coup, ça va faire mal, hein, je te le dis ouvertement. Alright, là on arrive vraiment aux choses sérieuses. Nous sommes en 1886 et Holmens est à Chicago. C'est un beau jour d'hiver et Holmens se balade tranquillement en ville. Quand soudain il passe devant la pharmacie de Dr. E.S. Holton, au coin des rues St. Valas et West Street 63 RD. Monsieur Holton, donc le propriétaire de la pharmacie, est atteint d'un cancer et c'est sa femme qui prend donc le relais de la pharmacie. Mais vu qu'elle est très occupée, elle doit donc chercher un assistant pour s'occuper de la pharmacie à sa place. Et bien sûr, comme par magie, Holmens est ici. Et qu'est-ce qui va se passer ? Holmens va donc prendre le relais de cette petite pharmacie. Grâce à cette dernière, il va beaucoup s'enrichir. Par contre, on comprend pas trop vraiment comment est-ce qu'il a pu s'enrichir autant que ça juste en ayant une petite pharmacie. Mais peut-être que tu vas y comprendre plus tard. Oh, aïe aïe aïe. Putain, il était pas mal ce aïe aïe aïe. Il est en mode rappeur, mec. Il est en mode aïe aïe aïe. Oh. Nigga, trust nigga, moon. Bref, tu as compris, Holmens devient le parfait assistant pour Madame Holton, et donc Madame Holton lui délègue sa pharmacie. Sauf qu'à partir du moment où la pharmacie appartient entièrement à Holmens, eh bien Holmens ne va jamais payer ses dettes. Oui, parce que tu en doutes, elle a pas délégué la pharmacie en mode YOLO, tiens gratos, non, il y a des dettes à payer, tu as évidemment. Madame Holton engage donc un avocat et l'attaque en justice. Mais bizarrement, un mois plus tard, elle disparaît, mystérieusement. Lorsque les passants demandent où est passée Madame Holtons, eh bien, il répond tout simplement qu'elle est partie faire un voyage en Californie et qu'elle ne reviendra jamais. Pourquoi pas, hein, surtout que c'est assez cohérent, étant donné que Madame Holtons adore voyager. Mince alors. Ça colle assez bien. Tu t'en doutes que c'est pas tout à fait la vérité, hein, mais on en reviendra plus tard. Oui, je fais que teaser le futur de cette vidéo parce que, t'inquiète pas, tu es pas prêt, hein, clairement. Et c'est donc à ce moment précis que nous recevons un des premiers témoignages paranormaux qui s'est passé dans les environs, tout près des lieux de cette pharmacie. Bref, accroche-toi lors de ce témoignage et bien sûr je précise qu'il a été retranscrit aujourd'hui à ce jour sous format threadcutter. Donc bien sûr à l'époque il était peut-être écrit sous forme manuscrite, mais là on est sous forme numérique. Bref, tu as compris, voilà, bon je vais pas t'expliquer pendant 2 minutes. Voici le témoignage de la jeune fille âgée à cette époque-là de 18 ans. C'est la seule expérience paranormale que j'ai vécue et qui n'a aucune explication. Donc voilà, dans la maison de ma grand-mère, la nuit, je voyais plein de visages juste devant mes yeux. Et ces visages défilaient à toute vitesse. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pas vraiment eu peur, mais après ça devenait sans cesse et c'était de plus en plus net. Ces visages étaient transparents, gris, avec des milliers de personnes différentes qui clignotaient devant mes yeux. Puis un jour, j'ai dit à ma grand-mère, il y a des trucs qui se passent ici la nuit. Et elle lui répond, oui, il y a des trucs bizarres. Moi la nuit, je vois des visages. Intéressant, tu vas me dire. D'où proviennent ces visages? Comment ça se fait que 2 personnes au même endroit voient ces visages? Tu vas pas me dire qu'il y a encore d'autres personnes à part ces 2 individus-là qui les voient? On en reviendra peut-être un peu plus tard. Mais bien sûr, tu gardes ce petit témoignage de côté et je te raconte la suite des événements. Peut-être que plus tard, tu auras enfin des réponses à ce témoignage. À ce moment précis, Holmens se met clairement bien. Il a de la thune, mais à gogo. Et donc, il va entreprendre les événements suivants. Holmens achète un terrain juste en face du commerce et fait construire un hôtel de 3 étages et que le voisinage a surnommé le château. C'est joli comme nom, non, je trouve c'est joli, c'est poétique et tout, c'est le Satogno, c'est la cantone, c'est la mucho bello. C'est la Hesse, c'est clairement la Hesse, tu vas comprendre. Bien sûr, toutes les images que vous voyez actuellement à l'écran sont des images réelles, évidemment, bah oui, qu'est-ce que tu as cru? 2 étages au-dessus abritent le bureau de Holmens, ainsi que plus de 100 chambres, sans fenêtres, avec des portes s'ouvrant sur des murs de briques, des couloirs avec des angles étranges, des escaliers menant à nulle part, des trappes, des portes s'ouvrant seulement de l'extérieur, et des tuyaux d'arrivée de gaz, ainsi qu'une foule de constructions étranges et labyrinthiques. Attends, quoi? Ce château est pas normal en fait. C'est pas un château normal où t'as les petits escaliers au milieu, tu montes dans un étage et voilà, tu sors, non. On est sur un hôtel clairement étrange. Comme si quelqu'un d'autre avait dicté la construction de cet hôtel, mais que ça venait pas d'une force humaine peut-être? Je ne sais pas, tu vas comprendre.
T'inquiète pas. En réalité, à chaque fois, Holmans changeait de constructeur pour être le seul à comprendre la disposition de l'hôtel. Et ainsi amenuiser les chances d'être signalé à la police. Et c'est donc là que je peux vous introduire cet hôtel qui va jouer un rôle ultra important dans la suite des événements. Même un peu trop important, je crois. Hein. Bizarrement, tu as des escaliers qui mènent à nulle part, tu as des portes qui s'ouvrent dans la vide, tu as des fenêtres qui mènent vers un mur en briques. Bref, c'est très étrange comme construction. Et t'as vraiment l'impression que quelqu'un est arrivé en mode et s'est dit... Et là d'un coup il y a des trucs en popé, tu vois, vraiment. Le mec a pas dicté ça, c'est pas possible. Hein. Après la construction de l'hôtel, il commence à choisir ses victimes, principalement des femmes et ses employés, bien sûr. Plusieurs d'entre elles étaient obligées de sortir leurs assurances vie, pour lesquelles Holmans allait payer la prime et être le seul bénéficiaire. C'est-à-dire qu'en plus de tuer ses victimes, et bien sûr t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, mais en plus de faire ça, il recevait toute l'assurance vie de ces personnes-là. Le mec vraiment, tu commences à comprendre comment il se fait autant de thunes ou pas? Est-ce que ça commence à rentrer dans ta tête? C'est sûr que si tu t'appropries chaque héritage de chaque personne que tu tues, tu te mets plutôt bien, hein? Ces victimes étaient des amis proches, et aussi bien sûr des touristes qui trouvèrent refuge dans ce château. Et bien sûr, Holmans avait développé toute une petite panoplie de manières de tuer ses victimes. Il y avait par exemple la torture. Ce qu'il aimait bien faire, c'est prendre un ciseau et l'enfoncer dans les narines, puis ensuite couper au milieu et arracher par le nez la figure de la victime. Ouais, c'est pas beau à voir, hein, je te le dis cash. Ou alors il y avait la méthode classique, certaines de ces victimes étaient enfermées dans des chambres insonorisées, munies de lignes de gaz qui permettaient à Holmans de les asphyxier à n'importe quel moment. Bref, petite technique classique, ça va, hein, ça va, c'est bon joueur. D'autres victimes étaient enfermées dans un énorme coffre-fort, insonorisé, près de son bureau, où elles étaient donc laissées suffoquer. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de chambre où aucun putain de grain d'air pouvait entrer à l'intérieur. C'est-à-dire que dès qu'il fermait la porte, eh bien la victime pouvait juste respirer l'air qui était à l'intérieur, puis plus rien. Elle pouvait gueuler autant qu'elle voulait, personne ne l'entendrait. Elle pouvait taper autant fort qu'elle voulait, personne ne remarquerait rien. Tu pouvais juste mourir dans une salle close, tout seul. Comme une merde, asphyxiée. Elle est pas belle la vie? Autre petite technique des familles, il aimait beaucoup les techniques de Satan afin d'appliquer la torture. Et donc qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait parfois des cuillères et arrachait les yeux de ces touristes qui venaient dans l'hôtel. Et tu t'en doutes, il arrachait les yeux pendant que les touristes étaient en vie. Puis ensuite ils étaient encore en vie quand ils avaient plus d'yeux du tout. Puis ensuite il prend deux fourchettes et il les plantait là où il y avait les yeux avant. Voilà, c'est surtout délire. Il trouvait que c'était un petit peu une œuvre d'art, tu vois. Pour lui c'était magnifique, c'était caliente, ça faisait mucho facho. Et bien sûr, qu'est-ce qui se faisait après avec les corps? Tu vas l'apprendre tout de suite. Vous avez peut-être déjà entendu parler du témoignage paranormal intitulé Le Cri. Oh, si c'est pas le cas, t'inquiète pas, il est assez mystérieux. Bref, c'est important que tu écoutes ce petit témoignage pour que tu comprennes peut-être la suite des événements. J'ai une histoire qui est arrivée à mon père. Pour moi, c'est très gros, mais ça me hante depuis très petit. À savoir déjà que mon père est archi pas croyant et qu'il trouve vraiment toujours des explications rationnelles au paranormal, comme la plupart des gens à cette époque-là d'ailleurs. Il était donc animateur et c'était le moment du dortoir, tous les enfants dormaient. Comme c'était une petite école, il était le seul présent à ce moment-là. Il est assis au fond du dortoir, pas devant, rien. La porte d'entrée s'ouvre. Il faut savoir aussi bien sûr que cette garderie se situait très près de l'infirmerie de H.H. Holmans. Bref, la porte s'ouvre, il sort, il se lève et va en dehors du dortoir. Il fait le tour de l'école pour comprendre, mais il ne trouve rien. Puis il entend subitement hurler dans le couloir, un vrai hurlement, et il court, tous les enfants dorment encore, malgré le hurlement. Sauf un, qui était debout, immobile, et qui regardait droit devant lui, comme s'il était paralysé par quelque chose qui se situait devant lui et qu'il n'arrivait pas à déterminer. Peut-être quelque chose en lien avec Satan. Ce seul enfant qui était réveillé à ce moment-là, et debout, immobilisé, s'appelait Damien. Je sais, ce nom te dit rien peut-être à première vue, mais il faut savoir que Damien, c'est tout simplement le nom du fils de Satan dans la Bible. Coïncidence? Probablement. Juste, laisse-moi te raconter la suite et surtout, accroche-toi vraiment bien. Les corps de ces victimes sont directement jetés par une chute secrète vers le sous-sol, où certains sont méticuleusement disséqués, écorchés puis transformés en modèles de squelettes pour ensuite être vendus à des écoles de médecine. Parfois, Holmans pratique également la crémation de certains corps, où il les place à des endroits servant à produire du cuir pour la construction ou la destruction. Voilà, il aime bien finalement produire des matières premières à l'aide de corps humains.
pourquoi pas finalement, hein, enfin oui, quand même, pourquoi pas, tu as la réponse, hein, j'espère bien. Il possédait également dans son petit château des familles de grandes fournaises géantes, ainsi que des bacs remplis d'acide, des bouteilles de différents poisons, et même un appareil de torture qui sert à étirer le corps humain. Autant dire que vraiment le mec, c'était une science pour lui, vraiment il kiffait explorer comment tuer des humains. Il y avait bien sûr du poison, mais lui ça lui faisait pas trop kiffer parce qu'il mourait trop vite. Il pouvait pas analyser à quel point les patients criaient, et il voulait vraiment observer un peu comment se comportait le corps humain quelques secondes avant de mourir. Sur l'échelle des psychopathes, est-ce qu'on serait pas assez élevé quand même là Bien sûr tu vas me dire qu'est-ce qu'il y a de paranormal là-dedans, eh bien je vais en venir un peu plus tard. D'ailleurs voici un petit plan du château de H. Holmansey, et je te laisse faire pause si tu as envie de te faire kiffer, d'analyser tout ça, c'est vraiment très intéressant et très bien foutu d'ailleurs. Bref, le temps passe et les événements continuent. Mais c'est enfin en juillet 1894 que Holmans est arrêté à Chicago après avoir été traqué depuis Philadelphie par la Pinkerton National Detective Agency. Ouais, autant se dire qu'entre deux il s'est fait embarquer dans une enquête de meurtre. C'était plutôt concevable, hein, qu'au bout d'un moment il allait se faire cramer, et c'est là que la traque commence. C'est-à-dire que le mec a littéralement traversé le pays avec une putain d'équipe de détectives à ses trousses. C'est chaud, c'est clairement chaud. Sauf que vous allez probablement péter de rire, il n'est pas du tout détenu pour avoir tué des gens, il est détenu pour avoir volé des chevaux, sous le nom de Howard. Il sera donc libéré un peu plus tard. Allez, salut! Cependant, il sera dénoncé par un compagnon de cellule qui n'a pas touché sa part dans une escroquerie. Il révélera à la police son vrai nom, et donc Holmans sera arrêté le 17 novembre 1894 à Boston. Et là commence la partie enquête très intéressante. Le gardien du château informe la police qu'il n'a jamais été autorisé à nettoyer les étages supérieurs. Les enquêteurs commencent à mener des recherches pour finalement découvrir des méthodes d'exécution de Holmans et sa façon de faire disparaître les corps. Sauf que bizarrement Holmans avait probablement des complices qui ont peut-être des descendants qui sont actuellement en vie aujourd'hui. Je te l'annonce comme ça, après voilà, je veux pas te faire flipper, ne va juste plus jamais dormir dans un hôtel, hein, clairement. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que je te dis ça? Tout simplement parce que le 19 août 1895, un incendie d'origine inconnue ravage mystérieusement le château, c'est-à-dire que le château prend mystérieusement feu, sans laisser aucune trace. Les corps qui ont été retrouvés dans le château étaient dans un état de démembrement et de décomposition, qu'il était difficile de voir le nombre de victimes. Et il y avait bien sûr des femmes, des hommes et des enfants et des adolescents, un peu de tout, tu vois, il y avait toutes des familles, hein, il y avait vraiment toutes les familles qui se sont fait arracher les yeux tranquillement, assis sur une chaise attachée, un par un. Trop fun, non? Moi vraiment je trouve que c'est assez fun, non? Non, d'accord. C'est horrible, c'est clairement horrible. Bon, on peut parler du procès de H. Holmans, et qui se déroulera pas vraiment comme prévu. Oui, rien ne se passe comme prévu dans ces yeux, je t'annonce directement. Hein. Après sa condamnation, Holmans avouera seulement 27 meurtres à Chicago, et il affirmera plus tard avoir été possédé par Satan. C'est là que tu te demandes si est-ce que Holmans a réellement eu des complices, ou alors pourquoi est-ce qu'on n'a trouvé aucune preuve concernant la mystérieuse brûlure de l'hôtel soudaine? Est-ce que il y aurait une espèce de force supérieure avec lui? C'est pas mal, surtout qu'on a plein d'autres événements qui sont très étranges et en rapport avec Satan. Il prétendait être la réincarnation de Satan sur Terre. Un peu taré? Non, mais après je dis ça, j'ai rien, je pose, tu en fais ce que tu veux. C'est enfin le 7 mai 1896 que Holmans est pendu à la prison de Moyan Singh, également connue sur la prison du comité de Philadelphie. Du comité de Philadelphie, voilà, c'est la pire phrase à prononcer, pardon, j'aurais pas dansé là-dessus, mais ça me fait assez rire le nom du Philadelphie. Oh, ça va. Et là, tu vas peut-être rigoler une deuxième fois, Holmans, au moment d'être pendu, ne montre aucun signe de peur, d'angoisse ou de tristesse. Non, il est juste très heureux de pouvoir enfin rejoindre Satan. Bah écoute, fais-toi kiffer, j'ai envie de te dire, hein. C'était pas une grosse perte, hein, j'ai pas de mytho à... Et vous voulez savoir le pire? Holmans avait prédit qu'il aurait une mort très lente et très tranquille. Et comment s'est déroulée sa mort? Eh bien, lors de sa pendaison, le cou de Holmans ne se fracture pas. Il aura donc mis 15 minutes à mourir, et il sera donc déclaré mort 20 minutes après sa pendaison. 20 putains de minutes, c'est-à-dire qu'il est resté 20 minutes pendu sans mourir. C'est vraiment long, hein, 20 minutes, frérot. 20 minutes, c'est la moitié d'un cours de français. Vraiment, la moitié d'un cours, le mec, il prend pas des notes, non, il est juste sur une corde en train de rejoindre Satan, tranquillement, paisiblement.
Petit fun fact, la dernière volonté de Holmans est que son corps soit écoulé dans le béton pour que personne puisse venir le mutiler, comme il avait fait avec ses victimes. La demande a bien sûr été accordée. Pour en revenir directement aux témoignages, peut-être qu'ils sont totalement inventés, ou alors qu'ils sont réellement en lien avec Satan, et vraiment en lien avec ce qui s'est passé durant ces jours-là. Je laisse le suspense planer. Et peut-être qu'on en reviendra directement sur mon TikTok. Et oui, bien sûr, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Tu m'ajoutes juste ici, tu tapes Noah Dorian sur TikTok pour avoir d'autres infos à ce sujet. Bang bang bang. Aujourd'hui nous connaissons d'autres petites informations à propos de Holmans, mais tout ça je vous le dirai directement sur mon TikTok de façon très stylée, donc fais-toi plaisir. Sur ce, bien sûr, si tu te fais chier ou tu n'as pas envie de dormir, je t'invite à cliquer sur ton écran pour regarder un autre épisode. C'était Noah, c'était un plaisir, ajoute-moi sur Snapchat et Instagram, et à 10 000 likes, nouvel épisode. Allez, salut!